Right, let's start. Other people will join us. Okay, so good evening everyone. I'm delighted to welcome you to ULIP for a session on the 2014 insurrection in Burkina Faso and the Pan-African movement for term limits. My name's Peter Brett, I'm a lecturer here, and my role is to translate during the presentation and during the question and answer session. In a minute I'm going to rapidly introduce our topic and our fantastic speaker who has come all the way from Burkina Faso, Ansenia Anselme Sonda. Bonjour tout le monde et bienvenue au ULIP. Je m'appelle Peter Brett, je suis le traducteur pour ce soir. Je vais rapidement exposer notre problématique en anglais et puis je vais laisser la parole à notre collègue venu depuis le Burkina Faso, Ansenia Anselme Sonda. So, to begin. Africa saw a wave of elections in the 1990s. During the Cold War period, only Mauritius had seen a peaceful transfer of power via the ballot box. Now, in the 1990s, this became a norm on the continent. 20 years later, however, Africa still had some of the world's longest ruling leaders. Of the longest ruling non-royal leaders, 4 of the world's longest are in Africa even today. And since the 1990s, a number of term limit restrictions and constitutions have been relaxed in countries including Algeria, Cameroon, Chad, Gabon, Guinea, Namibia, Togo, Tunisia and Uganda. Now, constitutional lawyers and rights activists have long been organising in Africa around the issue of term limits. But in the last decade in particular, term limits have become a major issue of public debate and contestation. This was obvious already in 2010 when President Tanja of Niger attempted to modify the constitution to allow himself to run for a 3rd term. But he was deposed by a military coup greeted with widespread enthusiasm. Incidentally and ironically in retrospect, he was warned by President Blaise Compaoré of Burkina Faso not to do this. He was, in Compaoré's words, going droit dans le mur, straight into the wall. But he did it anyway. In 2010-2011, President Abdoulaye Wade in Senegal attempted to do something similar. He introduced a law which allowed the president to be elected by only 25% of votes, and he himself attempted to run for a 3rd term. This initiative, in the context of the Arab Spring, of course, produced a, let's say, transformation of existing social movements in Senegal, adopting perhaps the kind of horizontal form that has become familiar from social movements elsewhere. Abdoulaye Wade found himself confronted with the Y'en a marre collective, we've had enough. And this was a group social media savvy and co-founded by journalists and rappers, including Kergui at the centre. So yes, a middle-class group in terms of its organisation, but one with real and deep youth appeal. Organisation by Y'en a marre saw the president withdraw the bill saying that the president only needs to be elected by 25% of the vote. And they subsequently managed to register 350,000 new voters in Senegal. And those new voters were instrumental in ensuring that Abdoulaye Wade lost the election for a 3rd term and was replaced by Macky Sall. As you will hear in a minute, this Senegalese president was an important influence on developments in Burkina Faso in 2014, which our speaker this evening is an expert on. And after 2014 insurrection in Burkina Faso, when President Blaise Compaoré was chased out of power after his attempt to modify the constitution, Burkina Faso's own insurrection became an influence on social movements elsewhere in the continent. And this is bringing us right up to the politics of today. So struggles elsewhere in Francophone Africa
I'm thinking here of Congo, Brazzaville, RDC, the DRC, or in Togo, activists involved in those struggles cite regularly the experience of Burkina Faso, and also religious leaders, more and more in Congo today. I'm going to quote here from a draft paper by a colleague, Marta de Heredia. It's undeniable that the events of Burkina have set a precedent and have sent a strong message to leaders wanting to extend their rule by abusing their power. When in January 2015, DRC President Joseph Kabila suggested that the population would have to be recensed for upcoming elections, implicitly implying that his mandate would be extended, there were riots in Kinshasa and major cities around the country. Although the government spokesman said the DRC is not Burkina, the president backed down and soon after announced the original schedule of 2016 for presidential elections. Those elections have still not taken place, and those struggles are still ongoing. Our speaker this evening, Antonia Sonder, has seen all of this from the inside and is able to give us this inside perspective along with the point of view of a teacher of constitutional law and public law at the University of Bobo-Dioulasso, the second city of Burkina Faso. He also works at the Centre de Gouvernance Démocratique, the largest and most influential think tank in the country, and he has a background as a youth organizer in the student movement and headed the anti-referendum collective in Bobo-Dioulasso in 2014. And today he's going to tell us both about the distinctive history of the insurrection in Burkina Faso and its interactions with similar movements elsewhere in the continent. Et maintenant, je laisse la parole à votre collègue. Merci beaucoup, Peter. Merci à l'administration universitaire et à tous les collègues. Vous avez bien voulu me recevoir ici, voilà, pour ces instants du donner et du recevoir, parce que je m'inscris dans une logique où je me dis je ne viens pas essentiellement pour vous apprendre des choses sur mon pays, mais je viens aussi, voilà, apprendre des choses aussi ici. Voilà, donc pour moi c'est plus des moments d'échange que de cours, que de pédagogie. Voilà, donc vraiment un grand merci pour cette opportunité. En tout cas, je souhaite avoir l'inspiration nécessaire pour être à la hauteur de vos attentes. Voilà, d'autant plus que voilà, ça fait quand même plusieurs centaines de kilomètres. Voilà, donc ceci dit, je sais que bon, vous avez déjà fait ma présentation, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc il s'agit d'échanger sur les luttes africaines pour la limitation des mandats présidentiels, notamment le cas du Burkina avec quelques incursions voilà, dans d'autres pays comme le cas nigérien, le cas sénégalais, les deux Congos, aussi ce qui se passe présentement au Togo où les mouvements associatifs burkinabés sont très regardants par rapport à la situation au Togo. Des échanges, en tout cas permanents, sont entre nous et puis les camarades en lutte en ce moment là-bas. Donc, en guise d'introduction, pour les cas de Burkina Faso, on peut dire que la limitation des mandats présidentiels fait partie de ce qu'on pourrait appeler la coutume constitutionnelle du pays. Parce que la première constitution du pays date de 1960, date d'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Et dans cette constitution, en son article 9, les pouvoirs étaient illimités. Le président du Faso est élu pour un mandat de 5 ans. Et il est rééligible tout simplement. C'est ce qui était écrit à l'article 9 de cette constitution. Et l'histoire de l'Afrique retiendra que c'est l'un des premiers pays aussi après la colonisation, après les indépendances, notamment en 1968, où il y a eu un soulèvement populaire pour faire partir un président déjà qui avait en tout cas, qui posait un certain nombre d'actes qui ne relevaient pas d'une gouvernance vertueuse. Et donc en 1966, il y a eu le 3 janvier 1966, il y a eu un soulèvement populaire au Burkina Faso, essentiellement conduit par les syndicats et puis les partis politiques d'opposition à l'époque, parce que nous étions plus ou moins dans un régime de parti unique de fait, pas de droit mais de fait. Après ce soulèvement populaire, une nouvelle constitution a été adoptée en 1970 qui, en son article 25, limitait à 2 le nombre de mandats présidentiels. Donc après la constitution de la Deuxième République de 1970, il y a eu la Troisième République en 1977 qui également limitait le nombre de mandats à 2, mais à son article 25,
Et enfin, la constitution de la 4e République, celle qui est toujours en vigueur, même s'il faut noter que notre pays est en pleine réforme constitutionnelle, la constitution a été déjà élaborée, l'avant-projet est déjà OK, il reste à la voie d'adoption. Nous discutons actuellement pour voir s'il faut aller par référendum, par voie référendaire ou par voie parlementaire. C'est le débat en cours actuellement au pays. Donc, mais la Constitution de la 4e République, qui régit toujours la vie politique du pays, en son article 37 également, limitait le nombre de mandats à 2. Voilà, cette 4e République a été adoptée le 2 juin 1991 et il était disposé dans la Constitution que le président du Faso est élu pour 7 ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est éligible une fois. Donc, ça veut dire que les mandats étaient limités. Mais en 1997, le régime en place, après avoir adopté cette nouvelle constitution, le 27 janvier 1997, décide de réviser la constitution pour sauter le verrou de la limitation des mandats. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a juste supprimé le groupe de mots une fois, et du coup il est rééligible naturellement. Et donc, cette révision constitutionnelle avait été opérée avec un argument qui constituait pour nous une insulte à tout un peuple, parce que l'argument avancé à l'époque pour réviser la constitution, c'était de dire que il faut éviter que des personnalités médiocres accèdent à la fonction présidentielle. Et ça, c'était une insulte à tout un peuple, et même une insulte aussi à ses collaborateurs. Voilà. Parce que quand un président dit voilà, qu'il faut éviter que des personnalités médiocres accèdent à la fonction présidentielle, ça veut dire que lui-même, ses collaborateurs, il ne souhaite pas qu'un jour il devienne président parce qu'ils sont médiocres. Voilà. Donc, cette révision s'est opérée dans un climat où les gens n'étaient pas d'accord, mais il n'y a pas eu de manifestation en tant que telle contre la révision. Mais le mandat du régime, c'était une année après cette révision constitutionnelle, de procéder à l'assassinat d'un des journalistes, voilà, d'investigation, un journaliste d'investigation de renom, l'un des meilleurs journalistes d'investigation, je pourrais dire de la sous-région, en la personne de Norbert Zongo, qui a été assassiné le 13 décembre 1998. Donc, à l'assassinat de Norbert Zongo, il y a eu une grogne sociale qui s'était produite dans le pays. Et depuis l'accession du pouvoir, depuis son accession au pouvoir, Blaise Compaoré est arrivé au pouvoir, il faut-il le rappeler, en 1997, dans un bain de sang, où le président Thomas Sankara, que je porte sur mon t-shirt ici, qui est en tout cas une icône, voilà, de la jeunesse panafricaniste et patriotique, a été assassiné en 87, et depuis 87 jusqu'à 98, le régime n'avait jamais rencontré de difficultés majeures. Plusieurs crimes s'étaient perpétrés, mais les gens étaient restés dans leur coin. Mais en 98, lorsqu'il a assassiné Norbert Zongo, une grogne sociale a commencé, et dans cette grogne sociale, il a mis en place un collège des sages, justement chargé de réfléchir sur comment ramener la paix au pays, calmer la crise. Et le collège des sages, dans sa recommandation, a dit il faut, parmi les réformes à opérer, il faut revenir sur la limitation des mandats présidentiels. Ça, c'est la première phase du combat. Donc, on est revenu à la limitation à 2 mandats, mais on est même passé des septennats au quinquennat. C'était plus des mandats de 5 ans et de 7 ans, mais des mandats de 5 ans. Maintenant, la grave erreur qui a été commise à l'époque, peut-être que je vais traduire. Right. I'm going to translate. There's a lot to say. So, first of all, thank you to everyone for coming. Thanks for the invitation. You're welcome. And this is an opportunity for mutual learning, hopefully. Right. Term limits are part of the constitutional custom of Burkina Faso. This is not new to the country, and it doesn't date from the 1990s. They were there in the first constitution in 1960. They were there already. And they were there again in 1970, in 1977 and 1991. And in 1966, we already saw a combination of unions and political parties chase out the first president of Burkina Faso, Maurice Yameogo, because of bad governance, essentially. Now, this was during notionally a democratic state, but was in fact a one-party state in reality.
after 1991, that had a 7-year mandate, renewable one time, written into the constitution. But in 1997, the President Blaise Compaoré adopts a simple procedure of simply deleting the word one time from the constitution. So he is now electable more in perpetuity. And this rather simple move was justified, in fact, with an argument that insulted the entire people of Burkina Faso. And this argument was that by amending the constitution in this way, mediocre people will not be able to become president. That was the official justification used. Now, in itself, that modification of the constitution did not produce demonstrations or social contestation which put the regime in danger. However, one of the personalities who was organizing around this insult to the people, as he called it, was the legendary journalist Norbert Zongo, who died on the 13 décembre, who died on the 13th of December 1998, a famous date in Burkinabe history. Shot in his car at the time. Now, this did produce serious contestation across the country, and this did get people in the streets. And you have to remember that this was a regime, Blaise Compaoré regime, which already came to power bathed in blood. Notably the blood of the most famous and charismatic leader of Burkina Faso, Thomas Sankara. The t-shirt which Sonda is wearing bears his image today. Now, amid all of that, we start the regime has to respond to this social pressure, and therefore puts in place a commission of experts, or a commission de sages, more or less wise people. And these people recommend restoring term limits and moving the term down from 7 years to 5 years. Et donc là, j'ai terminé aux commissions de sages. D'accord. Ok, voilà. Donc pour un peu ramasser la situation dans l'ensemble des pays, on peut noter que la limitation des mandats fait partie, je dirais que elle constitue la pierre angulaire du néoconstitutionnalisme africain né des années 90. Donc dans la plupart de nos pays, Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, ainsi de suite, on a assisté à une adoption de nouvelles constitutions, après bien sûr l'éclipse constitutionnelle, qui est née entre les années 1966-70 jusqu'aux années 90, il y avait une éclipse constitutionnelle, où en tout cas le constitutionnalisme était vraiment en berne dans notre pays. Mais en 90, le néoconstitutionnalisme avait pour pierre angulaire la limitation des mandats. Mais rapidement, dans tous ces pays, il y aurait une remise en cause pratiquement de la limitation des mandats. Donc, c'est ce que je vais tenter d'expliquer dans la phase 2 pour le cas de Burkina Faso, où j'expliquais que pour une première fois, une bataille d'étape avait été gagnée contre la révision de l'article 37. Parce que après la mort de Norbert Zongo, la Corée sociale nous avait permis de rétablir la clause limitative des mandats. Mais l'erreur qu'on avait commise à l'époque, c'est que le président avait des mandats en cours. Et son mandat prenait fin, puisqu'il a été réélu en 1998, et le mandat prenait fin en 2005. Dans les discussions, personne n'a eu la présence d'esprit de poser la problématique de la rétroactivité de la loi. Est-ce que le mandat, puisque Blaise est en train d'exercer son deuxième mandat, parce qu'il a été élu en 1991, réélu en 1998, et en 2005, il finissait son second mandat. Mais personne n'a eu le plein d'esprit de dire est-ce que les deux mandats qu'il a exercés sont pris en compte ou pas. Les partis politiques n'ont pas eu cette vigilance. Encore, la société civile, le procès Rwanda à l'époque avait publié un article pour attirer l'attention des partis politiques, mais on ne l'avait pas écouté à l'époque. Et du coup, en 2005, on parle d'élection présidentielle, et voilà le président Compaoré qui dit qu'il est candidat. L'opposition intente un recours en annulation de sa candidature, et du coup, le Conseil constitutionnel rend une décision pour dire que la loi n'est pas rétroactive.
à l'exception bien sûr des lois pénales plus douces. Voilà, sinon la loi ne rétroagit pas. La loi dispose pour l'avenir. Que donc, les 2 mandats de Blaise Compaoré, naturellement, ne sont pas pris en compte. Donc, on est dans une situation nouvelle et qu'il peut être candidat. Voilà la décision du Conseil constitutionnel. Donc, conséquence, Blaise était candidat en 2005, puis en 2010. Et en 2015, naturellement, son mandat devait prendre fin. Et normalement, il devait quitter le pouvoir. Et nous voilà déjà, à partir de ce moment, une sorte de danse d'escape qui commence. En 2009, déjà dans un discours à la nation, il appelait les Burkinabés à des réformes profondes pour améliorer la démocratie. Mais sans nous donner le contenu des réformes. Et en 2011, après une grave crise socio-politique, militaro-sociale et politique en même temps, je peux dire tout à la fois, en 2011, il met en place ce qu'on appelle les CCRP, Conseil consultatif sur les réformes politiques. Et lors de ces CCRP, où l'opposition radicale avait boycotté, parce qu'il s'agissait de discuter de l'ensemble des réformes, ils avaient dit au CCRP que la modalité de prise de décision au cours de ces concertations serait le consensus. Donc, lorsqu'on discute d'un point, s'il n'y a pas de consensus, ce point reste en l'état. Conséquence, on pose l'article 37 lors de ces CCRP, le débat de l'article 37 se pose, et l'Église catholique qui était présente au CCRP dit pas question de toucher à cet article. Et un parti qui était de la majorité aussi, l'ADF-RDA, dit aussi au cours de ces CCRP qu'elle n'est pas d'accord qu'on touche l'article 37. Donc, conséquence, l'article 37 n'a pas fait l'objet d'un consensus. On devait donc laisser cette disposition en l'état. Malheureusement, Blaise Compaoré, comme à son habitude, n'est pas un homme de parole. En 2014, 2013 et 2014, en 2012 d'abord, il fait réviser. Après les CCRP, il y avait le Sénat. Il a révisé la Constitution pour créer, pour en faire un parlement bicaméral avec la mise en place du Sénat, qui n'a jamais vu le jour d'ailleurs. Les sénateurs ont été élus. Ils n'avaient pas pu nommer tout le monde et la cohésion sociale aussi a fait que le Sénat n'avait pas pu être mis en place. Et du coup, en 2014, le voilà dans une velléité, en tout cas clairement affichée, une volonté clairement affichée de retoquer la Constitution à son article 37. D'abord, ils ont voulu utiliser l'article 49 de la Constitution qui disait que le président peut, pour toute question d'intérêt national, soumettre au référendum, voilà, soumettre la question par référendum au peuple qui doit trancher. Malheureusement, l'article 49 de la Constitution ne figure pas au titre 15 qui porte sur la révision constitutionnelle. Donc les référendums dont il s'agissait ne pouvaient pas être un référendum constitutionnel, mais un référendum législatif. Mais ils ont voulu utiliser les référendums législatifs pour réviser une constitution. On a dit non, c'est pas possible. Donc, il s'est ravisé pour désormais utiliser le titre 15 de la constitution qui porte sur sa révision et demander, introduire le 21. Il faut retenir que c'est le 21 octobre 2014 que le Conseil des ministres a adopté la révision de la Constitution. Et à cette date, l'ensemble quand ils ont adopté ça, l'ensemble des forces vives se sont réunies. Mais je veux noter qu'avant cela, au niveau du CGD, une pétition constitutionnelle avait été initiée par certains acteurs de la société civile, dont le directeur exécutif du CGD, le professeur Louada, Maître Guy Hervé-Kam, qui est porte-parole, l'un des porte-parole du ballet citoyen, et un journaliste du nom de Ben Issouf Menungou. Donc, on a initié. Ok, tu veux t'arrêter. Avant qu'on commence l'instruction. Voilà. Je vais très bien. Voilà. Okay. Right. So, picking up from where we left off. Term limits are part of what's called the neo-constitutionalism of post-Cold War Africa, and they're found in other countries' constitutions too. Mali, Togo, Benin, Senegal, Cameroon,
Chad, Ivory Coast, and so forth. And after Norbert Zongo and the mobilization around his death, social forces in Burkina Faso thought they had won the crucial victory that would put term limits back effectively in the constitution after the failed attempt of Blaise Compaoré to remove them. But unfortunately, what was missed was that following the Commission of Experts' advice, no one had thought to specify that this was not retroactive. So the problem here is that the president is now in his second mandate, but it doesn't say when his mandate is going to start or stop from the point of view of this provision. Now it's true that the Professor Augustin Loada, one of the most important constitutionalists in the country, had indeed written articles alerting people to these problems, but amidst all the action, those alerts were missed. So when it comes to 2005, and the opposition expected to be able to say, but you can't run again, because we've already been through this in 1998, you come into the end of your second 7-year mandate. When the opposition went to the Constitutional Court to make that case, the government was able to make the argument that, well, nothing in the law can be retrospective. So in fact, the president's 2 mandates are only just beginning now. This was obviously extremely frustrating, but the opposition lost at the Constitutional Court. And that meant that the election in 2010 was essentially gone. The president was going to win in 2010 and there was no arguments that could be made against it. But of course the frustrating thing was that in fact in Burkina Faso penal and criminal law there is in fact all kinds of retrospective provisions, and this was extremely frustrating for the activists making the case. So the action now begins after 2010, and the 2010, that election's gone. But as soon as the 2010 election is over, a kind of strange dance now begins, and this is a common feature of these term limit discussions. A strange dance now begins as the president tries to prepare the ground for running again in 2015. So the first move is to talk about what's called deep reform. What we need is deep political reform. And the way this would work is by putting together a commission to study political reforms, CCRP. And the first idea was, well, this commission would work by consensus, by putting together different organised social interests. And when consensus was found, then the constitution could be modified. But the problem was that it didn't get consensus, notably because the Catholic Church and the one opposition party, the EDEA, refused to accept the modification of the constitution. And at this point, the political opposition to Compaoré thought, well, that's fine, the term limit issue is gone. But no, this man was not a man of his word, and so we move on to yet another initiative in 2012. And this next initiative is to try and put in place a Senate, which then could itself rubber stamp the modification of the constitution. But the creation of the Senate itself failed, and the strange dance continues. So the next idea the president had was to modify, to use Article 49 of the Constitution to allow for a referendum to be held on the modification of the Constitution. But the problem from a constitutional lawyer's perspective is that Article 49 of the Constitution is not one of the articles you can use to modify a constitution. That, however, didn't stop the president moving forward, and in fact on the 21st of October 2014 the constitutional modification happened. Now, we're starting to set the scene for the insurrection, and the point Sonder is underscoring is that at the Centre de Gouvernance Démocratique, it wasn't that the opposition forces proceeded directly to the street. There were all kinds of other attempts to go through official channels, notably petitions, using major activists and constitutional lawyers such as Augustin Loada, Guy Ebekan, Youssouf at the CGD. But all of these actions through all of these different channels had come to naught. Et donc voilà, on est à l'aube de l'insurrection. C'était la première initiative populaire en matière constitutionnelle. Il y a eu des pétitions au Burkina Faso, notamment sur le dossier Norbert Zongo, mais ça portait sur des lois ordinaires. Mais la pétition qui avait été initiée était la toute première en matière constitutionnelle.
Donc, comme toute pétition, elle était accompagnée d'une proposition de loi visant à verrouiller définitivement l'article 37. Nous avons fait un peu le tour des 45 provinces du pays, où on a, dans toutes les provinces ou les régions, on recrutait une vingtaine, une trentaine de jeunes qu'on formait pour recueillir les signatures des citoyens burkinabés ayant le droit de vote, l'âge et le droit de vote. Donc, on a recueilli, la Constitution nous dit que l'initiative de sa révision appartient concurremment au président du Faso, à l'Assemblée et au peuple lorsqu'une portion de 30 000 citoyens initie une pétition signée. Donc, nous, on avait besoin de recueillir 30 000 signatures. On a fait au-delà même de 30 000, nous avons recueilli plus de 60 000 pour montrer à quel point les citoyens burkinabés sont résolument engagés pour barrer la route à une éventuelle révision. Et malheureusement, dans le cas du Burkina Faso, la loi n'était pas du tout claire sur les initiatives populaires, les pétitions. Donc, conséquence, notre pétition n'a pas pu prospérer. L'Assemblée nationale, on avait envoyé des lettres à l'Assemblée, ils ont tout fait pour barrer la route à ce que, en tout cas, la pétition puisse produire les effets escomptés par ces initiateurs. Donc, on ne sait pas si ça aurait vaincu, hein, mais la pétition a eu un effet. Et c'est ce qu'on recherchait. On savait qu'à l'Assemblée, ça ne passera pas, parce que le CDP avait la majorité. Mais l'effet intéressant que ça produit, c'est que beaucoup de Burkinabés, grâce à la pétition, ont su c'était quoi une constitution, parce que beaucoup n'avaient jamais vu une constitution. Et lors de la pétition, on se promenait avec la constitution pour présenter aux Burkinabés. Et ensuite, beaucoup ont compris c'est quoi l'article 37 en réalité. Donc la pétition a eu l'avantage de diffuser dans tout le corps social l'article 37 et le principe de l'alternance, qui est recommandé dans toute démocratie, qui est l'un des critères même de consolidation de la démocratie selon Samuel Huntington. Donc, conséquence, cette pétition, comme je l'ai dit, n'a pas pu prospérer. Mais bon, le CGD n'est pas resté les bras croisés. On a aussi initié, on avait ce mécanisme qui était très inquiétant, qu'on continue d'ailleurs, le dialogue démocratique. On a continué à organiser plusieurs dialogues démocratiques autour de la question. Le dialogue démocratique pour le CGD, c'est quoi? C'est de convier les partis politiques ou la société civile sur un thème donné et sur la même table. Et ce qui était intéressant au Burkina, malgré les oppositions entre les oui à la révision et les non à la révision, les gens acceptaient de venir au dialogue démocratique organisé par le CGD. Donc en tant que think tank, on avait cette capacité de mobiliser justement les différents acteurs de la gouvernance. Donc, lors de ces dialogues, on a organisé des dialogues. Par exemple, on prenait des thèmes du genre la limitation des mandats est-elle antidémocratique? Ça, c'est un thème de dialogue démocratique. Ou encore, y a-t-il une vie après la présidence? Voilà. L'idée ici, c'est de produire en même temps des recommandations fortes qui puissent vraiment inciter le président Compaoré plutôt à quitter le pouvoir. Parce que quand on pose une problématique comme y a-t-il une vie après la présidence, ça en dit long. Il y a bel et bien une vie après la présidence, il y a des exemples dans le monde. Voilà, qui sont parlants. Voilà. Donc, il y a eu aussi ces dialogues démocratiques qui ont beaucoup alimenté le débat. Il y a ensuite, à la suite aussi de ces dialogues démocratiques, il y a aussi eu des conférences publiques. Voilà, après la pétition qui n'a pas abouti, on n'a pas baissé les bras, on a continué de parcourir l'ensemble du pays à travers des conférences publiques autour de la problématique de la limitation des mandats, histoire de faire comprendre aux Burkinabés que quand on dit limiter les mandats, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la tête de Blaise Compaoré, c'est parce que c'est un principe démocratique pour nous. Voilà, c'est un facteur qui peut améliorer la qualité de la gouvernance parce que ça facilite la circulation des élites. Voilà, et quand chacun sait que je serai jugé au bout de 10 ans ou de 5 ans, je pense que ça pousse un peu chacun à bien faire. Voilà, et surtout que on sait que si après 5 ou 10 ans, on peut être rattrapé par les dossiers de crimes de sang ou de crimes économiques,
ça pousse un peu les acteurs de la gouvernance à mieux gérer. Donc c'est pour ça nous, on a défendu en tout cas la limitation des mandats et l'alternance comme étant un principe cardinal de la démocratie. Donc dans nos conférences publiques, c'est ce qu'on est en train d'expliquer aux gens. Et en plus de ces conférences publiques, on a procédé aussi à une mutualisation des efforts parce qu'on sentait venir, on sentait que résolument le président Compaoré ne voulait pas reculer. Et qu'est-ce que la société civile devait faire? Le CGD à lui seul ne peut pas mener ce combat. Au moment où on menait ce combat, il faut l'avouer, il y a des organisations de la société civile qui ont bien fait l'insurrection, mais n'étaient pas encore nées. C'est le cas du Balai citoyen qui est né en juillet 2013, bien avant nos différentes initiatives. Donc, le collectif anti-référendum, il est même né, lui, il est né en 2014. Donc, beaucoup d'OSC n'étaient pas nés, mais il y a des OSC représentatifs qui existaient. C'est le cas par exemple du GERDES ou de Free Afrique. On a essayé de mutualiser nos efforts en créant une fêtière des organisations de la société civile. En 2009 déjà, il y avait une première fêtière, le FOCAL, le Forum des citoyens et citoyennes pour l'alternance, qui avait été initié avec le CGD ainsi que Zéphérine Diabré, qui est devenu chef de file de l'opposition, mais en ce moment, il n'avait pas encore créé son parti. Donc, on a fait le FOCAL en 2009, c'est après le FOCAL qu'il a eu l'idée de mettre en place son parti. Mais le FOCAL est resté. Ensuite, à la suite du FOCAL, nous avons mis en place ce qu'on appelait le Front de résistance citoyenne. Ça, quand on a senti que, en tout cas, le processus est irréversible, on a encore créé une autre fêtière qu'on appelait le Front de résistance citoyenne, qui était présidé par le professeur Luc Maurice Ibriga, qui est aujourd'hui contrôleur général de l'État. Donc, toutes ces structures fêtières-là, il y a eu un troisième aussi, le collectif AYO. AYO en langue locale, Maurice, ça veut dire non. Donc, toutes les organisations qui ne voulaient pas du référendum de la révision se sont encore réunies dans ce collectif-là, dénommé collectif AYO. Donc, collectif non, puisque à Moré, quand tu poses une question à quelqu'un, si la personne n'est pas d'accord, il dit AYO. Voilà, donc, voulez-vous qu'on révise la constitution? AYO. Donc, tu vais traduire. Voilà, d'accord. C'est bien. Right, again. Okay. So, in 2010-2011, that was when the petition started. And this was the first attempt to get some popular mobilization around the constitution. And it involved, from a CGD's perspective, getting 20 or 30 youth in every region they travelled to, training them and getting them to write down, get signatures on a petition, get people's ages and get their voting status. And the idea of this petition was to lock down the constitution so that Article 37, the crucial article, couldn't be modified. And in fact there was great success in this. They were aiming for 30,000 signatures and in the end they got 60,000 signatures, which from Sonder's point of view reflects real engagement of Burkinabe with the issue. But one of the issues here was that the legal status of this petition was unclear. And of course there was no majority in the assembly, so you have to start thinking about what was the effect of this petition. Well, in fact, there was a serious effect. One of the major effects of this was that this was one of the first time that Burkinabe were confronted with what a constitution was. Activists would literally walk around with copies of the constitution, sometimes blown up in large size, showing them what a constitution was. Thanks to this process, Burkinabe citizens discovered what a constitution was, what Article 37 of the constitution was, and what the whole idea of a peaceful turnover was, to take the term turnover from Samuel Huntington's work. So this was a really important effect of the constitutional outreach. But other tactics were used. Some of these were democratic dialogues hosted at the CGD. And one of the impressive things about these democratic dialogues was that actors from all sides of this polarization would come and would engage with these questions. And some of the questions posed at these democratic dialogues were, let's say, deliberately provocative or at least meant to inspire action. So one of the questions at the dialogues was, are term limits democratic? Right, these are strong questions. And another most interesting question perhaps is there a life after the presidency? And the idea of this is to point out that yes, there are examples around the world of people who have a life after the presidency,
And by choosing these thèmes forts, these strong questions, you might even incite the President Blaise Compaoré to think about his position. But that wasn't it either. So beyond democratic dialogues, there were also a series of public conferences. And some of the points of these public conferences were to explain to Burkinabe that they're not against the president himself. This isn't just a personal vendetta. Rather, the point of this activity is for the very principle of a peaceful turnover, the idea of alternance. And secondly, it was explaining some of the benefits that this kind of democratic system might have. So, for example, if you thought that you might have to have a life after the presidency, you might think when you are president about some of the actions you take. For example, avoiding legal crimes or economic crimes, because if there's a life after the presidency, these things may come back to bite you. But all of these things together, just from the point of view of the CGD, this clearly wasn't enough by itself. And this was in a context, remember, when a lot of the civil society organizations, which have become famously since, weren't yet existing. Some of you may know Ballet Citoyen, which is the citizens' broom, literally. The Ballet Citoyen didn't yet exist. And it was only from 2009 that the first, Jalon, the first foundations for these civil society organizations were really put in place. Some of the figures involved were people such as Zéphirin Diabré, who has now become one of the most influential opposition politicians. And that's the collective Focal. We also have the Front of Citizens Resistance, put in place by the Professor Marius Luc Ibriga, who is now the Controller General in Burkina Faso and a very important figure in the administration. And lastly, where Sandra was concluding, we had something called the Collectif Ayo. And Ayo in Mouré, which is the most spoken language in Burkina Faso, simply means no. So you could ask in a public setting, in a call and response manner, do you want a modification of the constitution? Ayo. No, we don't want it. And that kind of simple message was successful with the population. Voilà. Donc du coup, après, avec ces différents dialogues démocratiques qui étaient organisés, le pouvoir, lorsque nous argumentons qu'il ne fallait pas, nous disait toujours, mais la Constitution n'interdit pas sa révision. L'article 37 ne faisant pas partie des dispositions intangibles, c'est-à-dire insusceptibles de révision. Au Burkina Faso, les dispositions intangibles sont l'intégrité du territoire. Voilà, on ne peut pas réviser la Constitution pour remettre en cause l'intégrité du territoire, par exemple. Et l'article 37, la limitation des mandats, justement, ne se retrouvait pas dans ces clauses d'éternité. Donc, du coup, chaque fois, le pouvoir nous disait, mais on peut réviser. Entre-temps, on a dit, d'accord, mais n'oubliez pas que le Burkina Faso a quand même signé et ratifié des dispositions internationaux, voilà, des instruments juridiques internationaux dans lesquels il est dit qu'il voilà, où en tout cas le principe de l'alternance est promu. Et c'est le cas du protocole additionnel de 2001 de la CEDEAO qui dit qu'il ne faut pas réviser les dispositions constitutionnelles à 6 mois des échéances électorales. Le pouvoir a pris le soin de respecter cela parce qu'il voulait réviser avant de rentrer dans ce délai prescrit par le protocole additionnel de la CEDEAO, le protocole ASP 1. Et quand on a aussi surtout cet argument juridique international, notamment la charte africaine, le traité de l'Union africaine sur la démocratie, la gouvernance et les élections. En son article 25 alinéa 3 qui dit que, en tout cas, il faut promouvoir l'alternance. Donc, c'est cet instrument juridique que nous avons utilisé à un moment donné pour pouvoir contrer les velléités de révision. Et en plus de cela, il y a un dialogue démocratique que j'ai oublié de souligner. On a un dialogue démocratique, puisqu'ils ont parlé des référendums. Le président a dit, bon, toutes les fois qu'il a révisé la Constitution, c'était par voie parlementaire. Maintenant, il dit, comme c'est une question importante et qui divise le peuple, on ira au référendum. Et nous, on a dit, on a un dialogue, on dit, le référendum est-il un piège à corps? Parce que
on sentait manifestement que ce référendum était un piège à corps. Ça veut dire quoi? On allait le transformer en plébiscite. On n'allait pas assister à un référendum, mais plutôt à un plébiscite. Du moment où la personnalité de Blaise Compaoré, quel qu'en soit l'angle sur lequel on allait poser la question, la personnalité de Blaise Compaoré allait se retrouver attachée à la question. Donc, quand on ne peut pas départager les textes et son auteur, du coup, ça pose un problème. On n'est plus dans un référendum démocratique, mais ça sera un plébiscite. Même si, en tant que juriste, nous sommes les premiers à reconnaître que le référendum est l'instrument par essence de la démocratie directe. Mais dans notre cas de figure, ce n'était pas un instrument au profit de la démocratie, mais on voulait manipuler les peuples à travers le référendum. Donc, du coup, tous ces arguments n'ont pas été entendus. Et toujours dans la stratégie de lutte, nous avons reçu nos camarades de Yanamar du Sénégal lors d'un colloque organisé par le CGD sur les limitations. Et Yanamar est venu partager avec nous son expérience au Sénégal. Au Sénégal, c'est vrai, ce n'était pas la même situation. Chez eux, Wade avait réussi à réviser la Constitution pour se représenter. Et Yanamar, dans sa lutte, a dit, d'accord, tu as pu réviser la Constitution pour te représenter, mais on fera en sorte que tu échoues dans les urnes. Ça, c'était le cas du Sénégal. Il fallait faire échouer Wade dans les urnes, face à Macky Sall. Au Burkina, quand ils sont venus pour partager cette expérience, ce que j'ai aimé chez Yanamar et que nous avons compris, ils nous ont dit, arrêtez vos histoires de colloques dans les salles climatisées. Il faut occuper la rue. La rue et surtout les médias sociaux. Parce que Yanamar a eu ce résultat-là aussi grâce aux réseaux sociaux. Au Burkina Faso, en ce moment, le débat sur les réseaux sociaux, les gens ne s'intéressaient pas trop aux réseaux sociaux dans ces débats-là. Mais après leur passage, ils nous ont dit occuper les rues et aussi les réseaux sociaux. Parce que c'est des espaces de mobilisation qui ne sont pas aujourd'hui à négliger. Et donc, ils ont partagé nous leur expérience de Dakar. Effectivement, nous avons tiré quand même, en tout cas ce qu'il y avait de bon dans l'expérience du Sénégal, pour essayer de le capitaliser et d'en faire de même au Burkina Faso. Donc, pour la révision proprement dite, je disais tantôt que c'est le 21 octobre 2014 que le Conseil des ministres a adopté cette disposition. Je note qu'en ce moment, ça va trouver le professeur Wada en Allemagne. Et le 22, le professeur a pris un vol pour entrer rapidement à Ouaga. Et nous avons tenu une réunion au niveau du CGD. Voilà, en tant que structure qui fédère un peu ces différentes énergies. On a tenu une réunion au CGD entre des think tanks. Il y avait des think tanks, parce que c'était aussi ce moment intéressant entre des think tanks qui sont des structures de réflexion et des mouvements de masse. Le Balai citoyen, par exemple, c'est une organisation de masse. Le CGD, c'est un think tank. On n'est pas une organisation de masse. Le CAR est une organisation de masse. Les MBDHP et autres, c'est des organisations de masse. Donc, on a essayé de faire une jonction des forces entre les think tanks qui sont plus dans la réflexion, dans la production de recommandations et d'outils d'aide à la gouvernance. Nous avons joint nos forces avec des mouvements de masse pour impacter sur le terrain. Donc, le 22, dès que le professeur est rentré, le même jour, on a eu une réunion au CGD avec toutes les organisations anti-référendum pour décider de la conduite à tenir. À cette réunion, il n'y avait pas les partis politiques. Et à partir de ce jour, nous avons dit, nous entrons en résistance. L'ère n'est plus aux discussions, aux débats politico-juridiques, parce qu'il faut le souligner, nous aussi on avait posé le problème clairement. La révision, ce n'est pas une question de légalité, c'est une question d'opportunité. On a dit qu'il n'est pas opportun de réviser. Laissez la légalité là. On dit que ce n'est pas opportun. On pose le problème sur l'angle de l'opportunité. Et comme ça ne prospère pas, on s'est organisé, on a dit on fait la résistance. Et nous avons procédé à la répartition des différents quartiers de Ouaga. Chaque leader, en fonction de son quartier, devait avoir un certain nombre d'actions à mener. Bien sûr, en appui, on avait les étudiants qui étaient membres des cellules CGD que nous avons sur une quinzaine de campus du pays. Les cellules CGD, c'est des groupes d'étudiants que nous organisons qui sont des relais à l'action du CGD. Et on a ces cellules-là dans une quinzaine de campus du pays
dans les 3 villes principalement, Ouaga, Bobo et Koudougou. Donc, dans chaque ville, il fallait faire une répartition des quartiers et des actions à mener. Et les actions, il s'agissait de faire quoi? C'était des actions qui visaient notamment à empêcher la fluidité du transport. Il fallait barrer parfois des routes au moyen de troncs de bois ou des punais incendiés au niveau des terre-pleins. Voilà. Et ça, on a commencé ces actions-là à partir du 22. Histoire de faire savoir au pouvoir, cette affaire-là, ne pensez pas que ça sera aussi facile que vous le pensez. Et on harcelait déjà les forces de l'ordre. Parce que depuis le 2, toutes les forces de l'ordre du pays étaient en alerte. Parce qu'avec tous ces quartiers où on voit des pneus qui brûlent, des gens qui viennent mettre des bouts de troncs de bois pour bloquer la circulation, le pouvoir aussi a compris que les gens s'organisent. Et on est resté dans ça. Chaque jour, c'était un peu la même chose. Les Burkinabés n'arrivaient plus à aller au travail, la vie, le commerce, tout allait au ralenti, jusqu'au 30. Jusqu'au 30, où ils avaient, avant le 30, ils ont réquisitionné l'hôtel Azalaï, qui était l'un des plus luxueux hôtels de Ouagadougou, et qui jonxe l'Assemblée nationale. Donc ils ont réquisitionné cet hôtel-là et et héberger l'ensemble des députés de la majorité. Tous ceux qui étaient de la majorité, le CDP et ses alliés, on les a hébergés à cet hôtel-là, bien avant le jour du vote. Et ce qui était vraiment déplorable, c'est qu'ils n'avaient plus de liberté, pas de mobilité. Pendant ce temps, les jeunes s'organisaient avec des motos et partaient dans leur domicile pour livrer des messages. Vous savez ce que vous avez à faire, vous êtes des élus du peuple. Si vous votez oui, vous allez venir trouver que vos maisons sont carbonisées. Et à cela, quand le pouvoir a répondu, le secrétaire exécutif du CDP à l'époque a dit: s'ils brûlent vos maisons, brûlez-les là et on verra qui sera le premier à reconstruire. Voilà, donc c'est un championnat de brûlures qui s'annonçait. Voilà, quand le feu intervient, bon, là ce n'est pas du tout agréable. Mais voilà, donc les jeunes se sont organisés, visiter l'ensemble des domiciles des députés pour les alerter. Et malheureusement, ces députés-là aussi, ils étaient séquestrés, moi j'appelle ça ici, hein, ils avaient été séquestrés. Ils n'avaient plus de liberté, de mouvement, même les communications, ils étaient tous mis sur écoute. Et le 29 nuit, nous sommes restés mobilisés autour de l'Assemblée. Une des rares fois qu'on voit pour l'adoption d'un texte, on voit le régiment de sécurité présidentielle qui est un corps militaire se trouver sur le terrain pour une question qui devait être quand même assurée, pour une affaire qui devait être quand même assurée par des forces de première ou maximum de deuxième catégorie, police et gendarmerie. Mais à notre grande surprise, l'armée des forces de troisième catégorie avait été mobilisée. L'armée mobilisée avec des chars pour barricader toutes les entrées vers l'Assemblée. Alors que constitutionnellement, nous avons le droit de participer aux séances de l'Assemblée, aux plénières, sauf qu'on n'a pas le droit à la parole. Donc, nous on a dit, mais permettez-nous quand même d'exercer ce droit constitutionnel qui autorise le peuple, voilà, à se rendre à l'Assemblée pour suivre les plénières. Et ces plénières-là, on a dit, pas question, c'est le 8 août. Donc, les députés sont, dans le 29, nous sommes restés dans la rue jusqu'au 30 matin. Les députés ont été, puis il y a une porte, comme je l'ai dit, il y a une porte qui jonxe l'Assemblée et l'hôtel Azalaï. Ils ont ouvert cette petite porte-là. Les députés sont passés par là pour entrer en plénière. Et pendant ce temps, partout, on harcelait les forces de défense et de sécurité, on les harcelait. Il y avait les lacrymogènes un peu partout. Et c'est ce jour-là, on voit des professeurs agrégés, des juristes de Renault, dans les rues en basket et en t-shirt. Je parle du professeur Rwanda ou du professeur Ibriga, dans les rues en basket et en t-shirt. Et surtout ce jour-là, l'image qui planait le plus, c'était ça, Thomas Sankara. Cette jeunesse avait envie ce jour-là de venger Thomas Sankara, en chassant Blaise Compaoré, son assassin du pouvoir. Et ça, l'image de Sankara a plané sur cette insurrection, et son image et ses slogans nous ont inspirés, et nous étions comme si
Ce jour-là, ben, on avait le sentiment d'avoir appris quelque chose, alors qu'on n'a bu ni café, ni cigarette, ni drogue, mais chacun, ce jour-là, sentait que, quand on dit la patrie ou la mort, nous vaincrons, ça avait sa portée ce jour-là. La patrie ou la mort, nous vaincrons, qui était la devise du Burkina Faso. C'est ce jour-là on a compris que, quand on dit la patrie ou la mort, la portée est significative. Et on était vraiment dans la posture de la patrie ou la mort, nous vaincrons. Straight to the C'est presque... Yeah, it's right to applaud that before my disappointing attempt at the translation. Okay. Right, so to recap all of that. Okay, it was true that Article 37 was not one of the protected provisions of the Constitution. Legally speaking, it was modified. It was modifiable. But one of the arguments that the CGD could make was that, well, if this is what you're saying, that you can modify on that basis, why did you then ratify international instruments such as the ECOWAS Additional Protocol, which says that you can't modify a constitution 6 months before an election? And most importantly of all, why did you modify the African Charter on Democracy, Governance and Elections, which incarnates the principle of alternance alternatives? So from the perspective of the CGD, the idea of a referendum was a piège à cons, a kind of trap for fools. Because if you look at what this would mean in practice, it wouldn't really be a constitutional referendum, it would become a plebiscite on the president himself. You couldn't imagine actually organising this referendum in a way that didn't turn it into a vote on the president himself. You couldn't separate the constitutional issue from the survival of the president who had actually authored this modification. So constitutionally then, it didn't make sense. This was rather something which was used to manipulate people, even if as jurists we could allow that it was modifiable.